Bonsoir à tous. À la une de ce journal, près de 7 mois après le grand dialogue national, la paix n'est toujours pas de retour dans plusieurs villes des régions du nord-ouest et sud-ouest. L'assassinat du maire de Menfé illustre une insécurité criarde devant l'enlisement d'une guerre fratricide dans les régions anglophones. Le pape François et le secrétaire général des Nations Unies sont montés au créneau pour interpeller le président de la République du Cameroun sur l'urgence d'un cessez-le-feu et d'un véritable accord de paix. Cette nouvelle pression internationale peut-elle faire bouger les lignes au Cameroun? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Lutte contre la pandémie du coronavirus. L'utilisation de la pharmacopée traditionnelle est loin d'être une préoccupation majeure au Cameroun. Pourtant, une plante médicinale est au cœur d'un protocole thérapeutique expérimenté avec succès à Madagascar, en Chine et d'autres pays. Il s'agit de l'artémisia, dont les vertus thérapeutiques continuent d'être vantées à travers le monde. Et au Cameroun, c'est une autre réalité, c'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Devant la multiplication des cas de Covid-19, plusieurs autorités locales sont inquiètes, notamment dans le département du Dian, situé dans la région du sud-ouest. Là-bas, les centres de santé et hôpitaux publics sont confrontés à une insuffisance d'équipements médicaux et autres matériels de protection nécessaires pour éviter la propagation de ce virus, également réduire les risques de contamination et transmission communautaire de cette maladie à coronavirus. Le préfet a tenu à interpeller le gouvernement sur le manque de moyens dans son territoire de commandement. Des précisions avec Derek Diator et Jean-Paul Chouniat. Recevant les dons en équipement d'une âme de bonne volonté pour lutter contre une éventuelle propagation du coronavirus dans son unité de commandement, le préfet du Dian lance en premier le cri de détresse des populations de son département face au déficit en infrastructures et personnel sanitaire. Pour tout le Dian, nous n'avons que 4 médecins. Loin d'être mon souhait, si un cas de Covid-19 se déclare ici, tout le Dian deviendra un cimetière. Remerciant la donatrice pour sa contribution dans la prévention du coronavirus, le préfet Foua Lawrence demande à la sénatrice Anki Amphion Rebecca d'aller présenter les réalités sanitaires désespérées du Dian au ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. J'interpelle la bienfaitrice à aller faire le pied de grue au cabinet du ministre Manaouda pour lui dire que le Dian est abandonné à lui-même. L'hôpital de district de Mundemba a 4 infirmiers. Depuis l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans notre pays le 14 février dernier, le département du Dian est jusqu'ici épargné de toute contamination de sa population au coronavirus. Une pandémie qui a déjà fait 2689 cas déclarés positifs et 125 morts au Cameroun. Au regard du non-respect des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics et évoquées dans plusieurs reportages d'Equinox Télévision, les autorités administratives annoncent l'intensification des contrôles visant le respect de ces mesures. À cet effet, le préfet du Fundi a mis en état d'alerte les sous-préfets et forces de maintien de l'ordre. Selon Jean-Claude Tsila, ces contrôles visent justement visent aussi bien les véhicules de transport en commun, les mototaxis, les débits de boissons et lieux de culte. Des sanctions sont également prévues dans le département du Fundi. Selon le préfet de ce département, tout chauffeur de taxi et leurs passagers surpris en violation des mesures barrières verront le véhicule être systématiquement conduit à la fourrière municipale. Il en sera de même des débits de boissons et lieux de culte qui feront, le cas échéant, l'objet de fermetures temporaires. Quant aux habitants de la cité capitale, réfractaires au port systématique du masque dans les lieux publics, le préfet du Fundi affirme qu'ils seront interpellés et remis en liberté après avoir arboré le masque. Ces opérations de contrôle, suivies d'une phase répressive, sont prévues à partir de jeudi 14 mai 2020, selon un communiqué de Jean-Claude Silla.
Évoquons à présent les vertus de cette plante médicinale, l'artémisia, encore ignorée par les autorités camerounaises, et pourtant elle a des vertus thérapeutiques expérimentées dans plusieurs pays, en Asie et aujourd'hui à Madagascar, où il y a un protocole thérapeutique spécial à base de la pharmacopée traditionnelle, notamment l'artémisia, afin de permettre aux patients atteints du Covid-19 de retrouver la santé. Comment expliquer cette négligence de cette plante médicinale? Quelles sont ses vertus thérapeutiques? Élément des réponses avec Flavien Valondongo. Artémisia, cette plante médicinale, moins célèbre par le passé, mais efficace, est de plus en plus sollicitée par des populations depuis l'arrivée du coronavirus au Cameroun. Artémisia est une plante qui traite beaucoup de maladies, très connue pour le traitement du paludisme, pour le traitement des cancers et beaucoup d'autres pathologies. C'est une plante qui a des activités antimicrobiennes diverses. Exploitée par la Chine depuis des lustres, son efficacité dans le traitement du paludisme démontre, et selon des chercheurs camerounais, qu'elle neutralise aussi le virus du corona. Artémisia est combinée souvent à d'autres molécules, fabriquées de façon synthétique et acceptée par tous. La chloroquine étant célèbre, on a testé Artémisia et on a vu qu'effectivement cette plante était efficace contre le paludisme et bien entendu contre la Covid-19. La pharmacopée africaine en général et camerounaise en particulier dispose des plantes médicinales efficaces contre plusieurs maladies. Seulement, l'efficacité de ces médicaments est parfois diluée par l'influence des puissances pharmaceutiques mondiales. Artémisia, comme le quinquona, comme d'autres plantes médicinales africaines, sont connues pour leur efficacité et très souvent utilisées. Le problème se pose. Cette mauvaise foi, je dirais, des scientifiques modernes de ne pas accepter la science traditionnelle africaine. L'enseignant-chercheur des facultés des sciences biomédicales et facultés de médecine suggère que tous les chercheurs camerounais en plantes médicinales se mettent ensemble afin de promouvoir la pharmacopée africaine contre des pandémies qui frappent à nos portes. Malgré les vertus thérapeutiques de cette plante médicinale, une exploitation d'Artémisia avait été détruite en novembre 2019 dans le département du Ndé. Le propriétaire de ces exploitations aujourd'hui tente de pouvoir relancer cette activité dans le but de poursuivre ses recherches et d'œuvrer également pour l'amélioration de la santé des Camerounais et des Africains. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. C'est après une forêt hachée de gorge profonde que nous redécouvrons à nouveau ce champ d'Artémisia, situé dans le village de Banekane, département du Ndé à l'ouest du Cameroun. Malgré de lourdes pertes subites par les initiateurs de ce projet suite à la destruction de leur champ il y a environ 5 mois, les travaux y ont timidement repris. On nous a taxé de dealers, de producteurs de chanvre. Donc il y a eu d'abord ce dégât moral là, avant de voir le dégât matériel. C'est un champ qu'on a détruit, donc voilà. Ici, on y retrouve l'Artémisia annua et Afra, 2 plantes médicinales qui auraient, selon les initiateurs de ce projet, des vertus préventives et curatives, non seulement contre le paludisme, mais également contre la pandémie de l'heure, à savoir le Covid-19. On peut conseiller la tisane d'Artémisia ou l'infusion, oui, la tisane, pour la lutte contre le Covid. Même la macération, on peut faire des macérations. Et les fumigations, on fait la macération et on boit. Ça peut lutter contre le Covid. Mais notre but premier, c'était la lutte contre le paludisme. Tout commence par la germination sur un sol léger pendant environ 1 mois. Ensuite, intervient la transplantation des plantes en champ avec intervalle d'1 mètre. La récolte intervient après 6 mois ou au plus tard, dès l'apparition des premières fleurs, s'agissant surtout de l'Artémisia annua. Juste un germoir sur un sol meuble et du soleil, car l'Artémisia pousse très bien dans des zones ensoleillées. Ici, les récoltes et la transformation se font encore de manière artisanale. On la découpe, on la sèche.
Quand c'est sec, on tamise pour faire descendre les feuilles, parce que les feuilles, on ne les écrase pas. On va broyer ce qu'il y aura comme tige, un peu solide, suivant une certaine granulométrie. Et quand on revient maintenant, on mélange et les tiges et les feuilles pour en faire un lot. Et après, on conditionne en sachet de 40 grammes pour un traitement de 7 jours. Réunis autour d'une association pour la promotion de l'éducation communautaire et la protection de l'environnement, l'autre innovation est désormais la création des jardins scolaires pédagogiques dans certaines écoles primaires de la ville de Banganté avec l'introduction de la plante Artemisia. Une autre partie est réservée pour la vente qui sera retournée à l'école en termes de bourse. C'est ainsi que des jardins d'expérimentation de la plante Artemisia sont désormais visibles dans plusieurs localités du département d'Undé et l'Artemisia, après conditionnement, se vend désormais en sachet dans plus de commerciales de la ville de Banganté. Vous l'avez vu, cette plante médicinale qui existe au Cameroun est au cœur d'un protocole thérapeutique spécial expérimenté avec succès à Madagascar. Le Covid organique présenté par le président malgache qui a essuyé de vives critiques et des réserves émises par l'Organisation mondiale de la santé, évoquant des doutes sur l'efficacité de ce remède issu de la pharmacopée traditionnelle. À cet effet, interrogé sur les antennes des télévisions françaises, André Rajolina revient sur la controverse autour du Covid organique. Le Covid organique est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit des recherches réalisées par l'Institut malagasy de recherche appliquée qui a le statut de centre régional de recherche par l'Organisation de l'Union africaine. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'Artemisia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, que le cas des malades à Madagascar et aussi ceux qui ont pris... Est-ce que ce remède Covid organique mis en place à Madagascar et expérimenté avec succès selon le président malgache, ce remède a-t-il respecté les essais cliniques recommandés par l'OMS? Le président malgache balaie d'un revers de la main ces critiques, évoquant les observations cliniques respectées selon un protocole spécial pour des médicaments et des traitements issus de la pharmacopée traditionnelle. Je vous propose d'écouter une fois de plus le président malgache. Il ne faut pas confondre essais cliniques et observations cliniques. Quand on parle de Tambav CVO, on a le statut de remède traditionnel amélioré. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Nous avons fait une observation clinique sur l'effet et l'état de santé des malades atteints du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherche clinique. On dit du mal sur ce produit, sur le Tambav CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. On veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. Et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Au-delà de ces protocoles thérapeutiques issus de la pharmacopée traditionnelle, une autre préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la probabilité d'une rentrée scolaire d'ici le début du mois de juin au Cameroun. L'OMS qui a évoqué de nouvelles directives à respecter pour éviter les risques élevés de contamination au Covid-19 sur les campus scolaires. Quelles sont ces nouvelles directives de l'OMS? Le Cameroun a-t-il les moyens et les ressources de les mettre en application? Des précisions dans ce reportage signé François Dikoumé et Nadine Yambo.
Près de 2 mois après la fermeture des écoles en raison de la pandémie du coronavirus, l'éventualité d'une reprise des cours pour les élèves le 1er juin 2020 est au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour freiner la chaîne de transmission, l'OMS pose comme condition sine qua non à la réouverture des écoles le port du masque obligatoire pour tous les élèves et le corps enseignant. Dans un document publié le 11 mai 2020 sur son site officiel, l'instance suprême de la santé mondiale préconise également 1 mètre de distance entre chaque élève. Ils doivent par la même occasion respecter scrupuleusement les autres gestes barrières, à savoir le lavage des mains au savon. Pour ce faire, les responsables d'établissements scolaires doivent fournir suffisamment des bornes de lavage des mains et du gel hydroalcoolique à l'entrée, tout comme au sein du campus scolaire. L'Organisation mondiale de la santé recommande un nettoyage quotidien et une désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées telles que les poignées des portes, les bureaux, les salles de classe, les toilettes, les livres, les équipements et les aires de jeu. Les déplacements au sein de l'établissement scolaire, tout comme les temps de récréation, doivent être réorganisés et coordonnés pour éviter les attroupements. Les entrées et les sorties doivent se faire de manière échelonnée. Si cela est même possible, les élèves peuvent manger dans les salles de classe sur les tables bancs. Selon l'OMS, si un élève ou un enseignant présente des symptômes du coronavirus, il est préférable qu'il reste à la maison pour ne pas mettre en danger la vie des autres. Malgré les recommandations de l'OMS, l'UNESCO redoute des difficultés de mise en application de ces mesures dans les zones en conflit et les lieux pauvres. Reste donc à savoir comment le gouvernement camerounais va-t-il gérer les effectifs pléthoriques dans les salles de classe pour éviter les risques de transmission communautaire du coronavirus. Sans avoir levé les mesures de fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, le gouvernement autorise la reprise des vols pour certaines compagnies aériennes, une décision qui suscite des interrogations au moment où des cas de Covid-19 ne cessent de se multiplier au Cameroun. Évocation avec Aïk Cyril. Après avoir autorisé l'ouverture des bars et lieux de loisirs au-delà de 18 heures, le gouvernement autorise également l'atterrissage des vols commerciaux sur le sol camerounais, notamment dans les aéroports internationaux de Yaoundé et Douala. Une correspondance du ministre des Transports adressée au directeur général de la Cameroun Civil Aviation Authority précise que le président de la République a marqué son accord pour l'ouverture des frontières aériennes sur la période allant du 4 mai au 30 juin 2020. Jean-Ernest Massenangale Bibehe invite par conséquent le DG de l'autorité civile aéronautique à bien vouloir prendre en liaison avec les aéroports du Cameroun, ADC, et le fournisseur des services de navigation aérienne, ASEGNA, les dispositions nécessaires au bon déroulement des vols qui ne concernent pour l'instant que ceux de la compagnie Air France. Le ministre des Transports précise que les passagers des vols Air France attendus au Cameroun entre le 4 mai et le 30 juin 2020 devront présenter avant leur embarquement un test de dépistage négatif au coronavirus. Ils devront tout aussi souscrire à un engagement d'autoconfinement à leurs frais dès leur arrivée au Cameroun. Selon le ministre des Transports, le port du masque de protection et le respect des autres mesures barrières seront exigés aux passagers ainsi qu'au personnel de la compagnie Air France. À lire la correspondance du ministre des Transports, le gouvernement serait en train de prendre des mesures afin d'éviter tout dérapage. Mais l'on se pose la question de savoir s'il ne valait pas mieux laisser les frontières fermées. Quelle urgence y a-t-il à autoriser l'atterrissage des vols au Cameroun en ce moment, et précisément ceux de la compagnie Air France? Si la levée des mesures restrictives concernant les débits de boissons et les transports urbains et interurbains traduit un relâchement dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun, l'ouverture des frontières aériennes, même si elle est limitée dans le temps, pourrait bien conduire au pire. L'évolution de la pandémie du Covid-19 a-t-elle influencé négativement les réserves de change
au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, alors que certains ont prédit une probable dévaluation du franc CFA. La Banque des États d'Afrique centrale balaie d'un revers de la main ces allégations. Dans un communiqué, le gouverneur de la BEAC se veut rassurant. Le niveau des réserves de change demeure confortable. Abbas Mahamat Toli précise qu'à la date du 10 mai 2020, ces réserves se situent à 5 348,8 milliards de francs CFA, représentant 5 mois d'importation des biens et services, pour un taux de couverture extérieure de la monnaie fixé à 74%, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à la situation observée un an plus tôt. Dans son communiqué, le gouverneur de la BEAC se tient prêt à ajuster le cas échéant tous les instruments de gestion de la monnaie pour préserver les conditions de liquidité dans le système bancaire et assurer la transmission harmonieuse de la politique monétaire dans toute la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Je vous le disais en titre, un journal catholique en ligne révèle que le pape François et le secrétaire général des Nations Unies ont interpellé il y a quelques jours le président de la République sur l'urgence d'un cessez-le-feu et d'un véritable accord de paix entre les groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais. Une interpellation qui intervient au moment où le maire de Manfé a été assassiné dans des circonstances horribles. Une situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. 7 mois après le grand dialogue national, la paix n'est toujours pas de retour dans plusieurs villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelles sont les cartes que dispose le gouvernement pour aller vers cette paix définitive? Quelle est la réalité et les moyens possibles de mettre un terme à cette guerre fratricide? Élément d'analyse à suivre dans ce reportage signé Guy Zogo. L'assassinat du maire de Manfé, Achou Priestley Odjon, attribué aux combattants séparatistes, vient rappeler brutalement que l'escalade militaire dans le nord-ouest et le sud-ouest est loin de s'estomper. Ces derniers mois, l'intensification des actions militaires de l'armée sur le terrain, marquée par des résultats probants à certains moments, faisait dire aux officiels que la situation revenait à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourtant, derrière ce vent d'optimisme, certains faits graves incitaient à s'interroger sur la réalité du terrain. C'était le cas lors du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, lequel fut gravement perturbé, les électeurs contraints pour la plupart à ne pas se rendre aux urnes. Et bis repetita avec le drame de Ngarbou en février dernier, marqué par l'exécution des civils, illustrant la volatilité de la situation. Puis, avant d'en arriver à la mort du maire de Manfé, d'autres événements, dont le décès d'un nourrisson dans des conditions troubles, ont également défrayé la chronique. Si récemment, avec la survenue de la pandémie du Covid-19, les séparatistes ont annoncé qu'ils observaient un cessez-le-feu sans qu'on puisse le mesurer effectivement sur le terrain, l'armée n'en a pas fait autant. Du coup, l'après-dialogue national, censé contribuer à circonvenir cette crise, semble ne plus opérer son charme du fait que la visibilité des actes qui en découlent n'est pas assez forte. Ces derniers jours, des sources, notamment dans la presse britannique, laissent entendre que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'activerait auprès de Paul Biya pour parvenir à un cessez-le-feu. Un espoir peut-être pour arriver enfin à un grand pas vers la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le chaudron de la crise anglophone, 17 hommes présentés comme des sécessionnistes ont capitulé. Ils ont été présentés en triomphe par les autorités administratives locales dans le coupé Manengouba. Ils ont également exprimé les raisons pour lesquelles ils ont choisi de prendre les armes, évoquant le chômage, les difficultés quotidiennes, la misère, pour justifier leur prise d'armes et le fait qu'ils se soient rebellés contre les autorités camerounaises. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Jacques Molon et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Sous des applaudissements célébrant le retour à la maison de 17 personnes présentées comme des séparatistes ayant capitulé, Jean-Marie Tiakui, le prophète du coupé Mwanengumba, brandit l'arbre de paix pour ce pas marqué dans la lutte contre les sécessionnistes. Nous avions de vrais soucis de sécurité dans l'un de nos grands villages qui s'appelle Mwambon.
Et aujourd'hui, à l'image de l'enfant prodigue, le village Mwambon est revenu au sein de la nation. Du côté de Tombel également, nous avons enregistré quelques sécessionnistes qui ont finalement abandonné pour revenir à la raison. Donc je peux affirmer aujourd'hui que le département du Coupé Mwanengumba revient progressivement, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Pour des raisons de sécurité, nous choisissons de ne pas révéler l'identité de ces présumés anciens sécessionnistes. L'un d'entre eux explique pourquoi ils ont rejoint les rangs du mouvement virtuel de l'Ambazonie avant de prendre la décision de laisser les armes. Plusieurs d'entre nous ont été séduits par le discours propagandiste des sécessionnistes dans les réseaux sociaux. Nous avions également marre de vivre sans emploi, devant notre localité sous-développée. Regardez, il n'y a presque pas d'école, pas d'eau, pas de route. Mais il y a peu de temps, nous avons constaté que le chemin que nous avions choisi est sans avenir. Alors nous revenons aujourd'hui à la maison dans l'espoir que nos conditions de vie vont changer. Le préfet du Coupé Mwanengumba sait pour autant que le combat n'est pas encore gagné. Alors il use d'un discours qui vise à convaincre ceux qui sont encore dans les rangs des sécessionnistes à déposer les armes. Ils ne devraient pas avoir peur. Ce sont nos enfants. Ils sont venus, la preuve. Vous voyez comment ils sont venus nombreux aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été violenté? Est-ce que quelqu'un a été arrêté? Mon numéro est connu de tout le monde qui m'appelle et qui me disent comment ils comptent faire. Je viendrai vers eux pour que nous puissions les aider à sortir de cette mauvaise situation. Selon plusieurs rapports de l'ONU, la crise anglophone a déjà fait des milliers de morts et de déplacés, dont un grand nombre dans le département du Coupé Mwanengumba, dans la région du Sud-Ouest. Sur la situation sanitaire au Cameroun, 111 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés, 11 nouveaux décès, 19 personnes qui ont retrouvé la santé. C'est un pointage effectué par le ministère de la Santé publique qui tient à préciser que la protection des professionnels de santé au front de la lutte contre la maladie à coronavirus est au cœur des préoccupations du gouvernement. En ce jour de célébration des infirmières, le gouvernement rend hommage aux personnels de santé pour leur engagement à sauver des vies, hommage rendu lors du point sur l'évolution de la pandémie du coronavirus au ministère de la Santé publique. Au regard de la situation sans cesse croissante de l'épidémie au Cameroun, le gouvernement en appelle à la responsabilité de tous les citoyens. Vous ne l'avez peut-être pas oublié, Ibrahim Bello, amputé de ses 2 jambes après avoir été torturé dans un commissariat de police à Ombessa, près de Bafia. Il y a eu un procès, le verdict est tombé. 3 ans de prison pour ses bourreaux, 4 ans de prison avec sursis également pour certains d'entre eux, tandis que l'État du Cameroun a été condamné à payer 50 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Un verdict contesté par les conseils de ce jeune Camerounais qui souhaite plus au regard des dommages infligés à ce jeune Ibrahim Bello. Et lui, comment compte-t-il renouer avec une vie normale? Dans quelles conditions a-t-il été pris en charge au centre des handicapés à Yaoundé? Élément de réponse avec Aïk Cyril. Il est à l'article de la mort lorsqu'il est transporté à l'hôpital central de Yaoundé. En provenance d'Ombessa, près de Bafia, où il a été victime de torture dans un commissariat de police, Ibrahim Bello sera finalement amputé de ses 2 jambes. Nous sommes en 2017. Il est par la suite transféré au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Toukébé à Yaoundé pour une prise en charge adéquate. 3 ans après, son état est stable. Monsieur Ibrahim Bello, en notre sens, va bien. Il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était l'accompagnement psychosocial. Le deuxième objectif, c'était sa rééducation. Et le 3e objectif, c'était son appareillage. Ses appareillages, donc il fallait lui confectionner des prothèses pour pouvoir le verticaliser et ensuite apprendre à marcher. De 2017 à 2020, la rééducation de Ibrahim Bello se fait en 2 phases. La première phase, pendant 2 ans, nous l'avons confiné dans une chambre individuelle.
où seuls les personnes, les psychologues, le personnel de soins allaient le remonter, échanger avec lui, travailler avec lui. La dernière année, nous l'avons donc sorti, puisqu'on le préparait à repartir à la réinsertion, il fallait donc le sortir de là pour le mettre dans une chambre commune. Chaque jour, nous faisons des rondes. On prend les paramètres. Les kinés passent, travaillent le moignon de membres amputés. Les psychologues passent, travaillent en intimité avec lui. À l'aide de tricycles, prothèses et béquilles, Ibrahim Bello peut à nouveau marcher sur ses deux jambes. Mais que dire de ses bourreaux? Après plusieurs années de procès, l'inspecteur Sac Cyril écope de 3 ans de prison ferme, tandis que l'officier de police Bikonzie reçoit 4 ans de prison avec sursis. Des peines pas suffisamment lourdes selon la défense de Ibrahim Bello. Pour nous, il semble qu'il y a une grande complaisance. On semble protéger celui qui est donneur d'ordre et sacrifier l'inspecteur. Mais dans les deux cas, pour l'un comme pour l'autre, ces peines nous semblent très faibles. Les peines encourues pour ces blessures graves, c'était quand même de 20 ans. Lorsqu'on en arrive à 4 ans, ça nous semble dérisoire. En ce qui concerne la sanction pécuniaire, l'État du Cameroun est condamné à payer 50 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Là aussi, la défense n'est pas satisfaite. Au regard de préjudice subi par cet enfant, cette somme paraît dérisoire. Il doit refaire sa vie, il doit se reconstruire. Et je pense que les juges auraient pu, au vu des éléments de preuve que nous avons produits et des justificatifs, accorder une somme plus importante que celle-là. Après le tribunal de grande instance d'Umbame-Inoubou à Bafia, la cour d'appel du centre à Yaoundé va prendre le relais de ce procès finalement interminable. Nous irons en appel et je pense qu'ici à Yaoundé, ce procès reprendra et nous espérons que nous aurons des résultats escomptés. Victime de torture et pratiquement mort à Ombessa, près de Bafia, mais ramené à la vie au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Toukébé à Yaoundé. Ibrahim Bello peut à nouveau marcher pendant que l'affaire se poursuit dans les tribunaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 17 ex-combattants du mouvement séparatiste l'Ambazonie déposent les armes devant Jean-Marie Tchakui, le préfet du Coupé Mwaneng Goumba et ancien sous-préfet de Douala-Première. Ces ex-combattants des groupes séparatistes ont avoué les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés à rejoindre ces mouvements, c'est à savoir le chômage et le sous-développement criard de leur localité. Ils espèrent que leur retour, ils vont pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes individuels. Et vous avez suivi le préfet, notez que la situation progresse, certes à petits pas. Il se montre optimiste malgré les réalités sécuritaires encore difficiles et fragiles dans cette partie du Cameroun. Vous avez parlé du préfet, nous allons tout de suite dans le département du Foundi où Jean-Claude Tila décide de frapper du poing sur la table devant le relâchement de certaines mesures barrières. Il annonce des contrôles dans les différents lieux publics, cultes, débit de boissons dès jeudi prochain, suivi de sanctions à l'encontre des usagers qui violent les règles d'hygiène, notamment les mesures barrières, à savoir le port du masque. Les taxis, mototaxis risquent d'aller en fourrière si les chauffeurs et leurs passagers ne portent pas les masques. Même des usagers dans les rues de Yaoundé et dans d'autres localités du Foundi, ils pourront être interpellés et ne pourront être remis en liberté qu'après avoir abhorré un masque, prévient le préfet du Foundi. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, on espère qu'ils étaient tous là, ils vous ont regardé ce 20h.